Bonjour à tous. Nous allons donc traiter d'un sujet qui est d'actualité dans le sens où les évolutions technologiques impliquent des actions sur les cheminées existantes dans beaucoup de situations. Donc, dans cette présentation, il sera principalement question des variantes de cheminées existantes, qui sont des cheminées collectives sur lesquelles les appareils individuels sont raccordés. On a donc une combinaison de parties privatives avec des parties communes d'immeubles. Donc, ces conduits sont inadaptés aux chaudières récentes, la plupart des cas, et quelles sont les possibilités de réhabiliter les conduits existants et combien ça coûte à peu près. Alors, pour commencer, c'est un rappel pour beaucoup d'entre vous, mais il y a deux modes de raccordement air-fumée en chauffage central. Il y a le dessin de gauche et le petit dessin de droite. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, dans celui de gauche, le système n'est pas étanche par rapport au local, et dans celui de droite, le système est étanche. Ça a de l'importance du point de vue sécurité, ça a des avantages du point de vue confort parce qu'il n'y a pas les courants d'air de l'air qui rentrent, puisqu'il est canalisé. Voilà. Alors, premier point, le collectif non étanche, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez un petit dessin là, une image de souche de cheminée qu'on voit parfois à certains endroits. Alors, le raccordement des appareils non étanches pardon, est essentiellement de deux types sur le marché. Un raccordement qui porte un nom, B1, et l'autre qui s'appelle B2. Le B1 est un mode de raccordement à la cheminée au travers d'un coupe-tirage. Vous voyez ce petit triangle avec la base qui est parallèle à la chaudière. À droite, vous avez le raccordement direct. Notre problématique sur les cheminées collectives est essentiellement l'appareil de gauche. Jusque 2010, sur les collectifs, on a quasiment, je parle des collectifs ouverts, hein, on a uniquement des appareils type B1 qui étaient autorisés par le règlement technique du gaz notamment. Alors, qu'est-ce que c'est un appareil B1? Ben, vous avez une petite image qui date un peu, mais on en trouve quand même encore souvent. C'est un appareil du genre de ce qu'on voit là, qui est schématisé dans le dessin à gauche. Vous apercevez là où il y a la flèche bleu ciel qu'il y a une totale séparation entre le corps de l'appareil et le côté cheminée. Donc la fumée chaude monte, elle rentre dans cette sorte de cet entonnoir inversé et il y a un contact avec le local, avec éventuellement un risque, enfin c'est éventuel, c'est un risque de refoulement. Dans les conduits collectifs qu'on trouve actuellement, historiquement, on a des conduits collectifs depuis le début du XXe siècle qui s'appelaient les conduits Alsace, surtout du côté de l'Est de la France, qui étaient schématiquement ce qui est dessiné là. Donc, des appareils qui, à l'origine, étaient des poêles à charbon et qui étaient donc raccordés sur un conduit unique, collectif, bête et méchant, comme ça. Méchant parce que, bon, ça occasionnait parfois des problèmes de refoulement. À partir de 1950, il y a un système qui s'appelle le shunt. Alors, shunt en anglais, c'est en fait dans les gares de formation, ce sont comment dirais-je, les voies secondaires qui viennent rejoindre la voie principale, donc les voies de garage, si vous voulez. Et ça ressemble à ceci. Chaque chaudière dispose d'une partie individuelle qui rejoint un conduit collectif vers l'extérieur. On a installé des équipements comme ça jusque dans les années 80 en Belgique. Le nombre de raccordements autorisés au niveau des normes
Et dans la pratique, le nombre de raccordements dont le fonctionnement reste, je vais dire, fiable, ne dépasse pas 3 pour la partie gauche et 5 dans la partie droite en shunt. Si on a plus cette quantité-là, il y a une obligation technique pour garantir le fonctionnement d'installer un ventilateur d'extraction au-dessus. Bien sûr, il faut des sécurités complémentaires raccordées avec ce ventilateur et tout ça n'est pas très fiable parce que les gens ont tendance à démonter, à enlever, etc. Un dernier point d'évolution des anciens conduits a été un développement essentiellement français qu'on trouve en Belgique vers les années 80-85. En fait, c'est un système où il y a un ventilateur qui est destiné à évacuer les gaz de chaudière, les gaz brûlés, mais aussi l'air des salles de bain, des sanitaires en général, et même parfois les cuisines. Petit retour sur le système shunt pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà le schéma à gauche qui représente 3 chaudières, parfois plus, comme j'ai dit. Voilà une vue un peu en 3D, enfin perspective. Donc vous avez un conduit individuel qui rejoint le conduit collectif. À droite, vous avez la publicité d'époque qui en fait montre l'intérêt du conduit shunt au niveau architecture parce que on remplaçait tout un ensemble de conduits individuels côte à côte par un conduit collectif plus compact. Voilà à quoi ressemblent les sorties en toiture. Vous avez la vue intérieure où vous voyez dans un élément le petit conduit individuel et un conduit un peu plus grand qui est le collectif. Voilà la vue d'un immeuble qui était équipé de conduits shunt au départ. Je profite de l'occasion pour vous dire que dans les investigations de cheminées, comme vous voyez en bas, les, les moyens techniques qu'on a maintenant avec les drones permettent de vérifier pour un coût bon marché des cheminées hautes ou inaccessibles. À propos de la VMC gaz, vous avez une petite représentation à gauche pour illustrer donc ce que c'est. Vous voyez que la chaudière est raccordée, mais que également la ventilation des locaux de droite est raccordée également. Donc, un autre petit schéma. Voilà l'intérieur. Vous pouvez constater déjà maintenant que le tuyau, dans son apparence, on peut deviner que c'est du galvanisé, de l'acier galvanisé. Vous voyez que l'acier galvanisé, avec le temps, peut devenir dans un état un peu différent de l'origine. Et ça va jusqu'à des corrosions dans les conduits intérieurs avec des perforations très grandes. Les problématiques générales qu'on a avec tous ces conduits existants. Le premier, c'est que les chaudières à coupe-tirage, chaudière B1, B11, sont en voie de disparition et pour être tout à fait honnête, il existe encore 3 produits sur le marché belge. J'ai indiqué les marques entre parenthèses. Les autres ont arrêté purement et simplement la fabrication, les constructeurs, en optant pour des chaudières différentes et notamment des chaudières à condensation ou d'autres solutions de production de chaleur. Extrêmement important, le remplacement de chaudières ouvertes, le type B donc, d'appareils ouverts. Ça peut être un chauffe-bain,
ça peut être un convecteur individuel. Le remplacement à l'identique est interdit depuis le 1er septembre 2015 dans les lieux qui sont des salles de bain, salles de douche, WC ou chambres. Donc, ça nous fait un problème un peu compliqué. Si on a un conduit collectif avec des chaudières B11 et que la chaudière se trouve soit dans une toilette ou dans une salle de bain et qu'elle est défectueuse, eh bien, le remplacement n'est pas possible à l'identique. Et sur le collectif, vous ne pouvez pas mettre autre chose. Donc, ça conduit à beaucoup de complications pour essayer de trouver une solution locale, individuelle, sans avoir des autorisations de copropriété pour les communs, etc. Les chaudières B11 sont en plus, celles qui existent, sont moins performantes que les autres solutions du marché. Bon, la consommation est une chose relative. Il est clair qu'un appartement qui est entouré par des appartements chauffés ne consomme pas beaucoup, mais ce n'est pas une raison pour rester avec des appareils qui font quand même un rendement annuel nettement plus bas que les autres solutions. Le problème aussi, c'est que les B11 qui existent sur le marché ont des températures de fumée plus basses. Ça diminue le tirage, ce qui veut dire que le nombre de chaudières raccordées sur un conduit collectif est obligatoirement limite quand on dépasse 3. D'autre part, les conduits sont inadaptés à la condensation, ça provoque l'humidité et la moisissure. Il y a le vieillissement du béton ou des maçonneries avec des fissures, éventuellement des parties effondrées à l'intérieur. Ça, c'est étonnant. Je connais un cas où on voyait, avec la caméra, en passant dans le conduit, on voyait les tuyaux d'eau pluviale dans la trémie technique. On les voyait de l'intérieur de la cheminée. Donc, il n'y avait plus de parois sur un côté. Et il y a des métaux qui ne sont pas résistants à la corrosion et qui ont été utilisés notamment pour les VMC gaz et où on se retrouve avec vraiment des gros problèmes. Voilà une petite image pour illustrer l'humidité. Tout le monde sait bien, c'est connu. Voilà un exemple de corrosion d'acier galvanisé. Vous avez la vue à droite et à gauche, vous êtes la photo, vous êtes dans le conduit et vous voyez qu'on voit dehors une buse horizontale un peu oblique là, derrière, qui n'a rien à voir. Donc c'est à l'intérieur de la gaine technique. Autrement dit, il n'y a plus de matière. Alors, je passe à autre chose. J'ai volontairement mis du gris sur une partie qui n'a rien à voir pour qu'on ne soit pas perdu. Vous voyez les petites cheminées noires là, qui sortent. En fait, on est dans le collectif. Donc, je passe maintenant aux appareils étanches, existants. Alors, le collectif étanche à tirage naturel date des environs de la fin des années 80, début 90, jusqu'en 2010. C'est quoi? C'est en fait ce qui est symbolisé ici, un système qui prend l'air à l'extérieur par des conduits et qui renvoie la fumée par un conduit. Ce sont des systèmes dont la partie verticale fonctionne en tirage naturel, en circulation naturelle. Donc, le ventilateur de la chaudière n'a pas d'action sur la partie verticale. Pour éviter qu'il y ait des actions entre les appareils, le tirage, etc., il y a une ouverture de communication entre la partie qui est dessinée rouge et la partie bleue. C'est en bas, vous avez une petite flèche qui montre, dans la logique, que si le tirage augmente et que des appareils, par exemple, sont arrêtés, eh bien, l'air en bleu va monter dans le tuyau en rouge pour compenser la différence de débit et ça va éviter qu'il y ait une action de tirage sur les chaudières et c'est en fait ce qu'on voulait à l'époque.
Alors, à la demande des architectes, parce que c'était des conduits encombrants. Les conduits de gauche sont des conduits qui représentent facilement l'encombrement d'un meuble de cuisine qui ferait 60-60, vous voyez, comme dimension. Donc les architectes et les constructeurs en général ont demandé s'il était possible de fabriquer des chaudières qui pouvaient alors fonctionner avec un système plus petit en section et où la chaudière pousse dans la cheminée. C'est ce qu'on appelle le collectif en surpression. C'est depuis 2010 que c'était développé essentiellement. Vous remarquez ici que le dessin de droite a chaque fois une petite flèche avec une petite barre qui représente un clapet anti-retour. Donc, on empêche le fonctionnement à l'envers. Pourquoi? Tout simplement, donc, première remarque, vous avez en bas, il n'y a plus de bipasse. Là où à gauche, vous avez fait une petite flèche blanche qui montre la circulation dans le bas, ici, vous avez une obturation. Vous avez le conduit rouge qui est en surpression et le conduit bleu qui est en aspiration, en dépression vers la chaudière. Évidemment, si une chaudière est arrêtée et que l'autre pousse, elle va également pousser à l'envers dans la chaudière arrêtée. C'est pour ça qu'on a les clapets qui sont prévus. Voilà. La section, donc la section de ces appareils-là représente 60% à quasiment 50% de la section de ceux de gauche pour les mêmes puissances. Ça veut dire un diamètre d'environ 2/3 de ce qu'il était. Et donc, le meuble de cuisine, ben, ça devient une boîte de 20 par 20 environ. Au lieu de 60-60, c'est quand même intéressant. Voilà une illustration. Je passe. Le problème étanche, c'est que la première génération des chaudières étanches des années 90 a été arrêtée pour des questions d'environnement. Donc, la valeur d'oxyde d'azote produite par ces brûleurs-là était trop élevée. Le règlement européen interdit également d'encore vendre les pièces de remplacement de la partie combustion. Donc, ça veut dire que ces chaudières-là ne peuvent pas être remplacées à l'identique puisqu'il n'y en a plus. Alors, pour être honnête, j'ai dit il existe une chaudière de ce genre-là qui existe encore, qui est combinée à une pompe à chaleur interne, etc. Mais la différence, c'est que le débit de fumée que cette chaudière envoie dans le conduit est élevé et qu'il faut vérifier si c'est faisable de passer d'un système à l'autre. Et donc, ça nécessite quand même une étude. Je ne suis personnellement pas le défenseur de cette solution, mais il faut reconnaître qu'elle a le mérite d'exister. Il y a des matériaux incompatibles avec la condensation. Les premiers conduits en 1990 existaient en galvanisé, les conduits étanches, ou en inox de nuance 304, qui est un inox sans molybdène, qui est très peu résistant à une condensation acide. Je ne parle pas d'un acide dû au CO2, donc l'acide carbonique, mais il y a également du SO2 dans la combustion du gaz naturel et ça favorise une corrosion de l'inox 304. Donc, les conduits non-condensation subissaient également une corrosion, je vais dire une corrosion un peu sournoise, et c'est un des problèmes que, par expérience, on a déjà constaté à plusieurs endroits, et notamment, je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y a des conduits aluminium, et il y a certains conduits en aluminium qui étaient corrodés par une condensation
je vais dire, dans le conduit de fumée et non pas dû à la chaudière elle-même. Une autre problématique, c'est que quand on met des chaudières plus récentes sur les conduits anciens, en CLV traditionnel, comme on a vu, la température des fumées est plus faible qu'avant. Et quand tout le conduit est arrêté et que la chaudière du bas démarre toute seule, ça peut arriver qu'elle tombe en panne, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore de tirage. Voilà la petite image qui explique les choses. Vous avez en fait une inversion à ce moment-là par le bypass du bas, parce que la chaudière n'ayant pas le tirage vertical là où il y a la flèche rouge, eh bien, le ventilateur de la chaudière pousse et puis il sort par le bas et il réaspire sa propre fumée. Donc, ça met la chaudière en panne et si l'utilisateur repousse le bouton, évidemment, tout redémarre puisque, entre-temps, la chaleur a fait monter la fumée et le système s'est mis en route normalement. Ce qui est de la réhabilitation. Alors, les matériaux qu'on peut employer, acier inox nuance 316 minimum, donc molybdène, etc. Jamais de flexibles horizontaux. Le problème du flexible horizontal, c'est que de la condensation se stocke dans les ondes, dans les ondulations, et que ça finit par faire beaucoup de problèmes, à la fois de fuite éventuelle et de dépôt qui entraînent des corrosions. On peut utiliser de l'aluminium, mais l'épaisseur minimum en aluminium est 1,5 mm, sauf s'il y a une déclaration de performance d'un fabricant qui dit que ce qu'il propose, il garantit que ça va. C'est sa responsabilité. On peut utiliser du synthétique, polypropylène, PVDF. Allez voir sur Google ce que c'est PVDF. Les produits peuvent être flexibles ou rigides, pas de flexibles sur des grandes hauteurs. Le problème des flexibles synthétiques, c'est qu'il y a une tendance à une sorte de tassement et à ce moment-là, on risque d'avoir une accumulation, enfin, une déformation à la partie basse avant de revenir avant de revenir au raccordement de chaudière. J'ai une image un peu plus loin pour vous montrer. On peut aussi avoir la solution synthétique comme matériau d'amélioration en composite, liner, qui deviennent rigides après avoir été polymérisés et qui sont autoportants. Alors, à propos de la réhabilitation, vous avez l'exemple pour le conduit Alsace ou conduit Shunt, où on va rénover avec, par exemple, de l'inox. Alors, l'inox rigide implique quand même que le conduit soit assez rectiligne, parce que s'il y a des changements de direction, des baïonnettes, ça va être difficile à gérer. L'idée ici, c'est qu'on met un tube dans le shunt existant, on met un tube inox de plus petit diamètre que le conduit existant. Ce tube va servir pour la fumée, comme vous voyez le dessin à gauche, et l'air va venir autour. Donc l'air est envoyé vers le bas, l'air vient de en haut, il est envoyé vers le bas pour alimenter chaque chaudière. Chaque chaudière est installée de manière étanche avec une partie fumée qui vient dans un nouveau conduit et la partie air qui aspire dans l'ancien conduit. On peut utiliser pour cela également du synthétique. Vous avez un beau dessin à gauche qui montre le principe. Et on prend l'air dans l'ancien conduit et la fumée dans le nouveau conduit. Vous avez ici une petite description du système du liner. Donc, dans ce cas-là, après inspection du conduit, bien sûr, on monte des raccords à chaque étage,
donc un T de jonction. On passe le conduit synthétique à travers tous les accessoires qui sont en attente. On fait polymériser avec de la vapeur et donc le conduit synthétique se gonfle et il vient coller aux accessoires qui sont en général en inox. Et ceci permet d'avoir un conduit un peu à l'instar de conduits inox ou synthétiques qu'on a vu avant, donc un conduit fumé, qui va avoir un diamètre limité au diamètre qu'on a choisi. Donc, on ne gonfle pas pour aller contre les parois. On laisse un espace libre autour pour faire passer l'air, comme dans les précédents. Il est possible, quand on veut, d'avoir évidemment une chaussette thermodurcissable à la dimension de la partie maçonnée, si on n'a pas besoin d'air autour. C'est une solution de chemisage pour d'autres applications. On l'emploie d'ailleurs aussi pour les égouts. Voilà un petit exemple de la pratique, comment on met ça en œuvre. Vous avez ici une alternative pour les conduits collectifs existants. Il s'agit ici de mettre des conduits individuels à chaque chaudière et on fait passer dans le conduit commun. Évidemment, tout le monde doit se mettre d'accord et faire les travaux en même temps. Alors, dans les situations donc, de conduits existants métalliques, donc des conduits à tirage naturel, comme on a vu, étanches, mais qui étaient dans un matériau comme du galvanisé, par exemple, on peut mettre dedans un système soit de liner, soit un conduit métallique ou un synthétique, et on continue à prendre l'air comme c'était avant. Pratiquement, pour accéder, évidemment, on fait un trou dans la maçonnerie et on doit refermer après le passage qui permettait d'aller mettre des raccordements à l'intérieur du conduit de fumée de l'ancien système CLV. C'est le même principe que dans un shunt, mais ici, le conduit est le conduit métallique ancien. Dans les systèmes de VMC gaz, soit on fait un conduit tout à fait indépendant, qui peut être collectif, étanche, tout ça, à un autre endroit du bâtiment, soit on peut placer des conduits intérieurs individuels et à ce moment-là, le ventilateur ne sert plus que pour aspirer les salles de bain, les sanitaires, et donc l'amener d'air de la chaudière se fait différemment, soit par le local, c'est alors une chaudière ouverte, soit avec un gainage qui va dehors et qui prend l'air à l'extérieur à chaque étage. Je vous ai mis l'adresse YouTube d'une présentation là-dessus. Il y a un brevet de la société Pujola sur une solution technique. Voilà. On n'a pas énormément de VMC gaz, mais ça peut être, dans certains cas, intéressant comme solution. Voilà une autre illustration de conduit individuel dans une application d'ancien CLV. Alors, la dernière solution, c'est évidemment d'enlever l'ancien conduit complètement. Alors, bien sûr, on remplace avec un diamètre plus petit parce qu'on va mettre un conduit pression. C'était la partie droite au début de ma présentation, là, hein, après 2020. Mais évidemment, enlever le conduit complet n'est pas toujours facile. Il y a parfois d'autres techniques qui passent dans les trémies existantes et donc c'est compliqué. Voilà un peu ici 3 images pour illustrer le travail. On retire l'ancien conduit, on passe le nouveau et puis on a le percement en attente à chaque étage et c'est comme si c'était une nouvelle cheminée purement et simplement. Une autre
L'alternative, c'est de ne pas utiliser les anciens conduits et de mettre un nouveau conduit à l'extérieur, à condition d'être dans une zone où on peut le faire. Donc, il y a un permis d'urbanisme éventuel à vérifier en fonction des réglementations. Et donc, ici, vous avez un exemple de conduit qui est en intérieur d'îlot, façade arrière, et qui recueille les chaudières de chaque étage. Donc, ce qu'il faut prévoir au départ, ce qu'il faut prévoir comme opération, il y a un élément très important, c'est qu'au départ, il faut un contrôle caméra de l'état des conduits, que ce soit des conduits étanches de génération de 1990 ou 2000, ou que ce soit des trucs de 1950 ou 1930, on a toujours des surprises. Vous avez ici des images qui illustrent bien les choses. En haut à droite, c'est un conduit shunt en béton des années 70. Quelqu'un a fait un carottage d'un côté à l'autre pour passer des tuyaux d'un climatiseur, d'un split unit. En bas, là où vous avez la flèche jaune, c'est un CLV. Alors, vous êtes tous bien assis. C'est un CLV de 2022. En 2022, on a quand même déjà de l'expérience et on arrive encore à avoir des assemblages où vous savez passer le doigt entre les deux morceaux qui doivent être ensemble étanches. Donc, vous comprenez bien que ça génère des problèmes et que si on n'a pas de caméra, on ne sait pas imaginer où est le problème et de quoi il s'agit. Naturellement, dans les prérequis en rénovation, à part le contrôle caméra, il y a également le contrôle du bon fonctionnement. Et donc, on fait une simulation avec un programme de calcul. C'est important. Dans le projet de nouvelles normes, nous allons imposer la note de calcul dans beaucoup de cas en rénovation et certainement en collectif. Et le dernier point qu'on va également mettre dans la norme, c'est qu'après rénovation, et le cas échéant, avec une nouvelle cheminée, c'est la même chose, hein, on va imposer un test d'étanchéité pour évidemment éviter les constatations que vous avez vues sur l'image juste un peu avant. Quand il y a une mauvaise mise en œuvre, c'est mieux de s'en rendre compte tout de suite. Donc, la mise sous pression permet de voir ce qu'il en est. Oui, les deux méthodes d'investigation sont soit la pression, soit le fumigène. Et donc, pratiquement, vous avez un petit dessin à droite, tout à fait à droite. On gonfle un ballon qui obture le conduit. On bouchonne les raccordements vers les chaudières et on met sous pression ou on injecte de la fumée et on vérifie qu'il n'y a pas de fumée qui apparaît en dehors du conduit. Ceci est une synthèse de tout ce qu'on peut faire, plus ou moins. Je vais vous passer les détails. Vous pouvez remarquer que dans beaucoup de cas, on peut remplacer, adapter un conduit en faisant l'une ou l'autre chose, à condition de faire un calcul pour vérifier. Dans beaucoup de cas, il y a un tubage à prévoir et dans certains cas, on met quelque chose de tout à fait indépendant, de tout à fait séparé. Vous avez ici donc un ensemble de combinaisons possibles. Point d'attention, c'est extrêmement important. Je remplace dans un collectif une chaudière qui n'était pas étanche, B11. Son coupe-tirage avait aussi l'avantage de faire sortir l'air en permanence, même quand la chaudière est éteinte, c'est une ventilation du local. On enlève, on met un appareil étanche. Eh bien, l'air ne sait plus sortir par le moyen qui existait avant. Le risque, c'est d'avoir de la condensation ou de l'apparition de moisissures si c'est une pièce dans laquelle il y a de la vapeur d'eau qui est libérée. Donc, c'est un point d'attention en rénovation. Autre point d'attention, les professionnels font pas toujours très attention à ces choses. Un tube synthétique n'est pas résistant aux ultraviolets.
Vous voyez à gauche, pardon, à gauche, le tube flexible. Vous voyez dans quel état il est, hein, et ça, c'est au bout de 4 ans. Donc, ça ne résiste pas aux ultraviolets. Il faut le protéger. À droite, vous voyez aussi que, bon, ce n'est pas une sortie très logique non plus. Donc, on voit un peu de tout sur les toits de Bruxelles. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des flexibles verticaux qui ont tendance à se donner quand il y a une grande longueur. De toute manière, la mise en œuvre des flexibles synthétiques, toujours une pièce support rigide dans le bas. Autre point d'attention, c'est le compartimentage incendie. Alors, on n'est pas obligé de faire mieux que mieux, mais entre un appartement et une trémie technique, quand on rénove le conduit, au minimum, respectons une traversée de parois qui soit conforme à ce qui s'appelle la NIT 254. Vous pouvez télécharger la NIT 254 gratuitement. Vous allez voir sur Google. C'est une note d'information technique du BuildWise, de l'ancien CSTC. Et elle représente en fait les règles de l'art pour les nouveaux bâtiments, mais applicables en cas de rénovation pour garder un esprit de sécurité. Et l'esprit de sécurité, c'est quoi? C'est que l'enveloppe d'une cheminée, donc la paroi extérieure, si j'ai un CLV concentrique, je parle de la paroi extérieure du CLV, doit être rigide et incombustible. Donc, pas de flexible air à l'extérieur dans un concentrique. La partie qui tout est dans la trémie et la partie qui traverse le mur jusqu'au droit de l'appartement doit être rigide, incombustible. Le diamètre est limité, on vous donne les distances à respecter et on demande de resserrer l'espace du mur avec un matériau incombustible comme de la laine de roche. Voilà. Par contre, ce qui est dans l'appartement, dans l'unité de logement, ne doit pas respecter tout ça. Ça peut être du plastique, peu importe. La même chose, si vous avez un concentrique, vous aurez au maximum une traversée de diamètre 125 qui est autorisée et toute cette partie d'enveloppe qui traverse le mur et qui arrive dans la trémie, rigide et incombustible. Il y a d'autres exigences en matière de température et tout, mais je vous invite à aller voir dans la NIT 154. 254. Ah oui. J'ai quelques questions donc. Est-ce qu'on est obligé de placer les chaudières à condensation en rénovation? La réponse est non. Donc, il n'y a aucun règlement qui oblige de mettre des condensations, mais les alternatives en chaudière sont quand même très rares. Ce n'est pas pour ça qu'une chaudière va condenser, hein. Si son retour est trop chaud, il n'y aura pas de condensation. Mais bon. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer un appareil ouvert dans les salles de bain, etc. Ben, c'est interdit depuis 2015, donc il faut trouver une solution. Quand on a des B11 en grand nombre et qu'on est donc dans une situation où le tirage est mauvais, il y a des problèmes, est-ce que mettre un extracteur en toiture est une solution? La solution, dans l'urgence, oui, au niveau sécurité, mais c'est déconseillé parce que, je l'ai dit tout à l'heure déjà, on constate que certains techniciens chauffagistes enlèvent les sécurités parce que ça ne sert quand même à rien, tout ça. Et donc, vous retrouvez à la case départ avec des choses qui ne sont plus fiables. Est-ce qu'on peut mettre un tubage individuel avec une chaudière étanche ou que c'est dans le collectif? Mais la réponse, c'est qu'évidemment, si vous passez un privatif dans un commun, il faut au moins un accord et il faut être sûr que ça ne perturbe pas les autres.
Donc, il y a quand même un contrôle, un avis à avoir et une autorisation. Est-ce que je peux mélanger des chaudières qui ne condensent pas et des chaudières qui condensent? Ce n'est pas interdit, contrairement à ce qu'on voit dans certaines littératures qui circulent, mais il faut être prudent. Ça veut dire que si quelqu'un veut garder son ancienne chaudière en attendant, et bien sûr qu'il n'y a pas d'autre problème, on, on doit prévoir un séparateur de condensat qui empêche la condensation du conduit principal de descendre dans cette chaudière ancienne. C'est une pièce qui ressemble à ce que vous voyez là. C'est à peu près 20 cm de longueur, peut être horizontale ou verticale. Mais quand on y pense, les frais d'installation, etc., sur une chaudière qui, en général, a plus de 15 ans, je crois que ce n'est pas un bon calcul. Oui, ça c'est la même pièce. Je ne sais pas pourquoi c'est resté. À propos des budgets, bien à propos des budgets, vous avez ici un résumé, une investigation préalable avec un rapport bref, pas de dimensionnement, mais d'orientation pour dire ce qui est possible. C'est environ de l'ordre de 1500, peut-être 2000 euros. Je parle ici de un bâtiment avec, disons, une ou deux cheminées de 6 niveaux raccordées, hein, parce que, évidemment, si on doit passer 3 jours à vérifier 40 cheminées, ce ne sera pas le même prix. Le cahier de charge, même chose, ça dépend de l'ampleur du chantier, mais vous pouvez compter au minimum autour de, je vais dire, 2500, 3000 euros en incluant l'ensemble de tout ce qui est lié à ça. Le suivi réception, ça dépend évidemment de l'ampleur des chantiers. Le prix pour 6 niveaux raccordés, donc c'est une cheminée d'une petite vingtaine de mètres, oui. Euh, que ce soit un liner ou de l'inox, on est à peu près dans le même ordre de grandeur, on est autour de 20 000 euros maximum. Le prix des matériaux a évidemment eu une influence parce que le prix antérieurement était quand même moins cher que ça. Je parle ici de systèmes où l'accès n'est pas compliqué parce que tout peut évidemment varier. Si on doit abattre des murs pour accéder, c'est différent. Le prix de la chaudière, ce qui vous donne par unité raccordée un peu moins de 7 000 euros au total, chaudière comprise. Quelques recommandations pour terminer. Le remplacement des appareils est une priorité, des appareils ouverts, qu'il faudrait mettre à l'ordre du jour de toutes les assemblées générales. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, ça n'est pas mis à l'ordre du jour. Il faut une politique cohérente. Une investigation avant de faire travaux et de me demander des prix. Une investigation préalable est indispensable. L'étude du projet doit comprendre la note de calcul qui tient compte des contraintes. Alors, les contraintes, c'est quoi? Dans notre cas, c'est souvent les dimensions disponibles. Donc, on part des dimensions et on sélectionne des chaudières qui sont adaptées pour les conduits qu'on sait placer. C'est le contraire du bâtiment neuf. Dans un bâtiment neuf, on vous dit, tiens, on met telle puissance de chaudière, qu'est-ce qu'il faut comme diamètre? Oui, mais ici, on ne peut pas choisir le diamètre qu'on veut. Donc, c'est une approche différente. La capacité technique de ceux qui font les travaux, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Il y a des cow-boys dans tous les métiers et dans ce domaine-là, les sous-traitants de sous-traitants, ça peut donner des mauvaises surprises. Il faut évidemment un dossier en fin de chantier qui permette de retrouver des informations et à chaque point de raccordement, ça c'est un élément qu'on met dans la nouvelle norme, à chaque raccordement, il faut une indication claire pour dire quelle est la puissance de la chaudière, quelles sont les caractéristiques pression qu'elle doit avoir, à quelle pression de démarrage, etc. Ça permet des années après de connaître ce qu'on peut placer et ce qui n'est pas adapté. Voilà. Je vous remercie. J'ai terminé la présentation. Voilà. C'était très clair. Merci, monsieur Deplace, pour cette présentation technique
et illustré qui nous permet de mieux comprendre l'historique de nos cheminées et aussi les difficultés et les solutions possibles afin de pouvoir remplacer nos anciennes chaudières connectées au conduit collectif par des appareils bien plus performants. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Euh, Florence a partagé, merci Florence, les questions. Il y a une première question qui est, est-ce que vous pourriez développer un peu la réserve que vous avez mise par rapport à la combinaison de pompe à chaleur et de cheminée en copropriété? Il semblerait que ce soit une solution qui soit mise en pratique de manière assez positive aux Pays-Bas. Votre avis sur la question, Monsieur Deplace? Alors, on va directement répondre. En fait, je me suis mal exprimé. La chaudière que j'ai indiquée, C42 PAC, c'est une chaudière qui inclut une pompe à chaleur en interne, une petite pompe à chaleur, hein, pas grand-chose. Et c'est pas cette pompe à chaleur-là qui va apporter la chaleur au bâtiment, hein. C'est c'est une astuce d'un constructeur pour passer en éco-design avec une chaudière qui est une sorte d'ancienne chaudière atmosphérique qu'on a mis dans une boîte. Donc, ça n'a rien à voir avec les systèmes hybrides. Le système hybride, c'est autre chose. Le système hybride, c'est une pompe à chaleur qui prend en charge une grande partie de la saison de chauffe et la chaudière vient en supplément quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid. Ça, c'est une solution que la plateforme, donc la plateforme de hybride, euh, propose. Il y a des solutions qui sont appliquées en Belgique, aux Pays-Bas également, etc. Moi, je n'ai pas de réserve vis-à-vis de cette solution. J'ai d'ailleurs fait une présentation là-dessus il n'y a pas longtemps. La seule chose, c'est que l'investissement il n'est pas négligeable. Donc, pour défendre la solution, il ne faut pas uniquement utiliser l'argument économique. Maintenant, techniquement parlant, certaines pompes à chaleur actuelles avec injection de fluide dans la phase de compression permettent de fonctionner tout l'hiver en n'ayant pas besoin de chaudière. Et ça, c'est autre chose. Donc, si on devait choisir entre de l'hybride ou la pompe à chaleur qui fait tout le boulot toute seule, ben, la deuxième solution est peut-être moins chère que la première. Mais je ne suis pas un défenseur ou un adversaire de l'une ou l'autre solution. Le tout est de voir que ça cadre dans le contexte. Il faut se rendre compte que quelqu'un qui consomme moins, je veux dire, ouais, moins de 10 000 kWh de gaz par an, donc moins de 1000 mètres cubes, je veux dire, même au prix du gaz actuel, je ne sais pas si un truc qui coûte plus de 10 000 euros, ça l'intéressera, hein. Donc, il y a un peu tous ces aspects à voir. La problématique de la rentabilité économique est toujours difficile. Il y a le côté Voilà, environnemental qui est aussi à voilà. prendre en compte. Et pour ça, éventuellement, HomeGrade, nous pouvons vous conseiller sur base de vos consommations, ce qui est une très bonne chose, c'est effectivement les kilowattheures que vous utilisez, qui sont votre consommation réelle, permettent de déterminer l'impact d'un remplacement. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous vous posez cette question, si vous vous posez cette question. Deuxième question, alors je pense qu'on parle plutôt de copropriétaires plutôt que de colocataires. Peut-on obliger les copropriétaires à faire les travaux de gainage nécessaires pour changer une seule chaudière? Mais la réponse, la réponse, elle est que quand on a un conduit commun et qu'il y a un problème qui se pose chez un propriétaire avec un remplacement de chaudière pour des raisons techniques, par exemple, on ne veut plus remettre une chaudière B11 et les autres ne veulent pas changer, et donc ça pose des problèmes. Alors, est-ce qu'on s'est obligé? Ben, la seule personne et la seule autorité qui pourra obliger quelque chose, c'est le juge de paix. Donc, si les copropriétaires, qui en général ne sont pas vraiment des grands garçons, parce qu'ils préfèrent faire la guerre pendant 2 ans plutôt que faire quelque chose de constructif, je parle d'expérience, hein, bon, euh, une copropriété de 5 appartements, c'est déjà un microcosme social. Et donc, le problème, c'est que
quand on n'arrive pas à s'entendre entre soi, ben, ça se retrouve en justice de paix. Et là, je peux vous dire que le juge de paix ne va pas s'opposer au progrès technique et à la technologie actuelle. Et il risque de dire aux autres propriétaires qu'ils n'ont pas à s'obstiner dans dans une attitude statique et que, de ce fait, il pourrait les condamner à faire l'adaptation qu'il faut, etc. La tendance qu'il faut certainement avoir de manière générale, c'est de proposer le remplacement complet par cheminée en une fois. C'est pour ça que je dis il faut une assemblée générale avec ce point à l'ordre du jour, parce qu'il faut une politique cohérente. Il faut savoir que va-t-on faire, dans quel délai, combien ça coûte, et ils doivent avoir le budget, bien sûr. Mais en fait, la situation qui se pose fréquemment, c'est une personne qui a un problème et les autres qui n'ont pas de problème, entre guillemets. Et donc, ça, c'est évidemment pas toujours facile à gérer. Mais je dirais que de manière générale, c'est quand même le rôle de syndic d'essayer de mettre la question sur la table. Si évidemment les propriétaires disent que ça les intéresse pas, qu'on en parlera plus tard, etc., bon, le syndic ne peut pas aller dans une contrainte euh, plus importante que celle-là. Et pour le reste, voilà, c'est problème entre un propriétaire et la copropriété. Effectivement, donc toute décision de travaux doit se faire à la majorité des 2 tiers dans la plupart des cas. Et donc, effectivement, il faut plutôt convaincre les autres copropriétaires du bien fondé de ces travaux et de l'intérêt pour l'ensemble de la copropriété. Si malheureusement il n'y a pas d'accord et que le syndic n'arrive pas à faire une bonne médiation entre les différents copropriétaires, la justice de paix pourra trancher. Il nous reste que 5 minutes pour les dernières questions. Il y a une question qui est quel type de société réalise les contrôles caméra des conduits? Est-ce qu'elles doivent être agréées? Alors, un agrément n'est pas nécessaire parce que, bon, le contrôle caméra, c'est un contrôle visuel, caméra interposée. Alors, les gens qui font les contrôles caméra, il y a différentes firmes qui le font, qui sont en général des firmes dans le milieu du tubage, soit des fabricants de tubage qui font ce service payant ou gratuit si on commande chez eux, etc. Bon, il y a d'autres sociétés qui le font. Euh, Malheureusement, en Belgique, il n'y a pas énormément de gens qui s'occupent au niveau, je vais dire, études. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent des problèmes de cheminée, à part des fabricants, des vendeurs de matériel. Donc, c'est assez limité. Mais le contrôle caméra peut se faire sur, sur Internet, vous trouvez, hein, pas de problème. Parfait. Alors, quand on parle du contrôle du bon fonctionnement du système de chauffage, qui impose quand et comment Mais au le contrôle niveau, de ce bon oui, fonctionnement? bon, d'une part, vous avez un projet de révision de normes qui va sortir d'ici un an et demi, j'espère. Il ne faut pas penser que ça va plus vite parce que c'est compliqué. On a abordé le sujet des conduits collectifs, etc. Et c'est la boîte de Pandore. En Europe, personne ne s'est risqué à faire ça. Il n'y a que les petits Belges qui sont occupés de faire quelque chose. Et donc, l'imposition, donc une norme n'est pas obligatoire en soi, le respect de la norme. Par contre, elle sert de référence. Maintenant, ce qui rend la norme obligatoire, c'est une réglementation par un pouvoir public ou privé. Dans le cas des cahiers de charges privés, on peut faire référence à une norme et éventuellement, dans le cahier de charges, imposer des moyens de contrôle du bon fonctionnement. Actuellement, pour la région bruxelloise, vous avez le règlement technique gaz qui impose de respecter les normes. Donc, il impose de respecter la norme en question. Et d'autre part, il y a il y a les impositions en région bruxelloise déjà maintenant de certains contrôles, contrôles périodiques, chaudières, etc. Et dans
l'arrêté du 21 juin 2018, vous retrouvez l'imposition pour les collectifs de tenir à jour une liste avec les raccordements des appareils, l'identification des appareils raccordés à une même cheminée. C'est un point important. Il y a une obligation réglementaire en région bruxelloise concernant les collectifs et concernant le contrôle du collectif, son entretien tous les 5 ans avec un rapport et une liste de tout ce qui est raccordé. Voilà. Parfait, merci. Il nous reste 2 minutes. Alors, une première question. Quand vous procédez à un accompagnement pour une ACP avec un syndic professionnel, jusqu'où va votre accompagnement? Si la question est à home grade, nous ne faisons pas d'accompagnement lorsqu'une ACP est avec un syndic professionnel. Pour ça, il existe un autre service gratuit qui s'appelle le facilitateur bâtiment durable. Je vous invite à aller sur le site de Bruxelles Environnement et vous y retrouvez les coordonnées de ce service qui est aussi un service gratuit subsidié par la région pour accompagner les ACP avec un syndic professionnel. Alors, une autre question qui est peut-être plutôt pour, Oui. voilà, pour vous. Pratiquement dans une petite copropriété, où pourrait-on installer les pompes à chaleur? Alors, bon, la réponse, c'est extrêmement important. Ce problème, c'est que je crois que d'ailleurs chez HomeGrade, vous êtes sensibilisé aussi à ce problème, c'est que la majorité des plaintes qu'on a dans les voisinages, c'est plaintes acoustiques, donc de bruit, du démarrage, etc. Et donc, les pompes à chaleur dont la source froide est l'air extérieur, elles ont une unité extérieure qu'on met sur une terrasse, sur un mur, etc. Et, et qui risquent de faire l'objet de plaintes, etc. Donc, l'installation des pompes à chaleur dans ce genre de bâtiment, il vaut mieux mettre les unités extérieures en toiture quand c'est possible. Il faut évidemment des cheminements techniques, etc. Euh, il y a d'autres solutions techniques de pompes à chaleur indépendantes les unes des autres qu'on peut placer en intérieur, forer le mur pour avoir une prise d'air et un rejet d'air, mais il y a de nouveau un problème d'accord de copropriété parce qu'on ne fait pas des trous dans les murs de façade comme ça n'importe comment. Enfin voilà. Il y a aussi Ce un problème sujet de d'accord pompe à d'urbanisme. chaleur, ouais, ce sujet de pompe à chaleur, on ne sait pas en répondre 2 minutes là-dessus, c'est pas possible. Exactement. Et d'ailleurs, les problèmes urbanistiques aussi, sachez que si vous installez un échangeur en toiture, vous avez besoin d'un permis d'urbanisme. Voilà. Donc, ça ne se fait pas aussi facilement que vous le pensez. N'hésitez pas à contacter votre service urbanisme avant de faire réaliser ces travaux. Une dernière question. Si certains appareils ont une cheminée individuelle et d'autres Ah, sont accordés à une cheminée collective, est-ce que tout le monde participe aux frais? Moi, je dirais que c'est plutôt l'acte de base qui doit voilà. déterminer ça et donc vérifier ce qui a été décidé dans l'acte de base. S'il y a une cheminée individuelle, il est possible que dans ce cas-là, Ouais, les appartements qui sont raccordés aux cheminées individuelles ne sont pas repris dans les millièmes pour la cheminée collective. ouais. Maintenant, en général, les notaires n'ont pas prévu toutes ces éventualités, donc ça doit faire l'objet d'un consensus entre les propriétaires. C'est pas toujours facile. Et il y a une petite remarque là-dessus, je termine là-dessus, mais les conduits shunt, en particulier, quand on rénove l'ensemble, mais le dernier tout en haut, il est sur un petit conduit individuel. Si vous vous souvenez, le shunt, c'est chaque fois une chaudière, un petit conduit et puis le collectif. Mais le dernier en haut, lui, il arrive direct dehors. Et donc, eux, ils font un peu ce qu'ils veulent. Sauf que quand on arrange la totalité du reste du conduit, on doit tenir compte de ce conduit individuel qui est à proximité. Et donc, il y a quand même des frais qui sont liés à toute cette adaptation. Et donc, c'est au cas par cas. Merci. Une dernière question et nous devrons clôturer. Installer un insert dans une cheminée de type feu ouvert avec shunt nécessite-t-il des autorisations en copropriété? Alors, là, il faut regarder dans le règlement, dans l'acte de base ou dans le règlement d'ordre intérieur, ça c'est une chose. Mais techniquement parlant, la mode des feux ouverts, je parle donc de feux ouverts de dans le temps, là, le bidule que tout le monde connaît, bon, c'était en fait des systèmes qui étaient en partie collectifs avec Shunt et dont l'état général est souvent problématique. Donc, il faut de toute façon un contrôle caméra, mais je peux vous dire que pour placer un insert
et ne pas avoir d'ennui avec la copropriété, il faut prévoir le tubage de cet insert jusqu'au-dessus. Il faut donc une autorisation des copropriétaires, mais au moins là, vous avez la certitude que l'appareil en question ne va pas gêner les autres. Il faut évidemment que le tubage de cet insert n'empêche pas le fonctionnement des autres cheminées qui seraient éventuellement utilisées. Je parle entre autres de celles qui seraient dans la partie haute et qui n'auraient pas de risque de perturber les voisins. De Voilà, toute mais c'est un façon, point très important. exactement, mais tout raccord sur des espaces collectifs doit faire l'objet d'un accord de la copropriété, car vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en copropriété. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci encore, Monsieur Deplace, pour toutes vos explications. Excellent après-midi à tous et à très bientôt.